Bien, bonjour à tous. Bonjour Étienne Klein. Je suis très heureuse et très honorée de vous accueillir sur les planches de ce théâtre pour ce cru 2021 des Entretiens d'Auxerre. Je vous présente en quelques mots. N'hésitez pas à m'interrompre si je me trompe ou à apporter des précisions. Vous êtes physicien, chercheur au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous êtes aussi philosophe, historien des sciences. Vous avez publié plus d'une quarantaine de livres où vous tissez souvent ensemble la philosophie et les sciences, et même l'histoire des sciences et parfois la poésie. Lorsqu'on y regarde bien, je remarque qu'il y a quelques thèmes qui reviennent dans vos livres, comme autant de variations, de même mélodies intimes. Il y a d'abord l'existence. Vous êtes de ceux qui vous étonnez devant l'existence des choses et des êtres, peut-être même d'ailleurs d'abord de votre propre existence. Le temps, le mystère du temps, son irréversibilité vous a sauté un jour à la figure et ne vous a jamais lâché. Et comme je vous comprends, c'est ce même mystère qui, moi, m'a amené sur les chemins de la philosophie et qui veut vous amener sans doute sur les chemins de la physique. Ces deux questions, l'existence, le temps, en posent en filigrane une troisième vertigineuse qui est celle de l'origine, du commencement du monde, de notre monde. Vous avez encore une passion, Étienne Klein, plus concrète, plus incarnée, disons plutôt, pour les grands génies de l'histoire de la physique, d'Ettore Majorana à Albert Einstein. Vous êtes de ceux, on en parlait hier avec Guillaume Larrivé, notre député, qui aiment admirer. Vous savez faire révérence à vos références intellectuelles et scientifiques. Et puis le tableau de vos passions ne serait pas complet si je ne parlais pas d'alpinisme. Vous la pratiquez. Vous la pratiquez toujours ? L'alpinisme, bien sûr. Et cet alpinisme, c'est celle que vous qualifiez ainsi, j'aime beaucoup. Elle conjugue, je vous cite, la pesanteur et la grâce, la contrainte et la liberté, le risque et l'envol. Alors, ordinairement, c'est vous qui posez les questions dans votre émission, la conversation scientifique sur France Culture. Je vous propose qu'on inverse les rôles, si vous le voulez bien. Cet après-midi, je me fais votre guide et je vous propose une randonnée en 3 étapes. D'abord, nous parlerons de la place du rêve et de l'imagination dans votre propre itinéraire. Puis nous questionnerons les liens, le dialogue, parfois fécond, peut-être parfois non, entre imagination et création scientifique. Et puis enfin, on pourra ouvrir la discussion à la question du réenchantement nécessaire de la science dans nos démocraties, où elle fait souvent face à des vents de défiance et de relativisme. Et puis, quand nous arriverons près des sommets, eh bien, nous accueillerons le public et ces questions qui nous amèneront, j'en suis sûre, vers des cimes d'intelligence. On compte sur vous. Avant de vous poser mes questions, je suis intriguée par ce que vous portez sur votre veste. On connaît l'araignée de Cédric Villani. Vous, qu'est-ce que c'est ? C'est un scarabée ? Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est un scarabée, pas n'importe lequel. C'est un scarabée de la marque Lucan Cerf-Volant que je porte en hommage à Einstein, puisque Einstein a eu 2 fils. Et quand le second de ses fils lui a demandé, alors qu'il avait 12 ans, « Papa, pourquoi es-tu célèbre ?» Einstein a répondu, « Quand un scarabée aveugle marche sur une feuille, il ne voit pas qu'elle est courbée. » Et moi, Einstein, j'ai vu ce que le scarabée aveugle ne peut pas voir, la courbure de l'espace. Mais avant, je voulais dire tout le plaisir que j'ai d'être à Auxerre, parce que ça me rappelle mon enfance. J'ai passé toutes mes grandes vacances chez mes grands-parents, à Tanlay, petit village à côté de Tonnerre. Et quand on venait à Auxerre pour aller au cinéma, c'était comme si on allait à New York. Voilà. Donc vous êtes, on peut se dire qu'on est à New York, ou en tout cas à Auxerre, capitale
Oui, avec cette cathédrale, enfin, c'est un lieu, quand on vient des alentours, c'est un lieu prestigieux. On a l'impression d'être dans l'ultramodernité. Enfin, je parle de l'époque. Revenons à votre enfance. Vous racontez cette histoire dans l'un de vos livres, qui s'appelle Le pays qu'habitait Albert Einstein. Je vais me permettre de vous lire, même si c'est un peu redondant finalement avec ce que vous venez de dire. Vous avez à peu près 10 ans. Je me souviens d'avoir été marqué par une anecdote. Lorsqu'Edward, son second fils, lui avait demandé pourquoi il était devenu si célèbre, Einstein, il avait répondu « Quand un scarabée aveugle marche à la surface d'une branche incurvée, il ne se rend pas compte que le chemin qui suit est lui aussi incurvé. J'ai eu la chance de remarquer ce que le scarabée ne peut pas voir. » Bien que je n'en comprisse pas tout le sens, cette phrase m'intrigua, d'autant qu'elle se poursuivait en considérations étranges sur la courbure de l'espace-temps et la déviation des rayons lumineux passant au voisinage d'une étoile. L'espace-temps serait donc courbe? La lumière n'irait pas en ligne droite? Le temps ferait lui aussi des virages? Quelle histoire avais-je pensé, sans pouvoir en penser plus compte tenu de la faiblesse de mes connaissances et des bornes de mon entendement. Mais mon imagination, elle, s'était mise à galoper comme un pur sang. C'est l'imagination qui est à l'origine de votre vocation, vous diriez ? En fait, c'est pas exactement l'imagination, plutôt si, mais c'est une imagination assez spéciale. C'est celle qui germe en lisant des phrases qu'on ne comprend pas. Et en fait, ces phrases sur Einstein, je les avais lues en effet à un âge relativement jeune, mais je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et on imagine ce que ça peut vouloir dire du coup. Donc on imagine des virages dans l'espace-temps, on imagine que la lumière pourrait être déviée dans sa trajectoire par la gravitation, ce qui est pas faux d'ailleurs. Mais ça ne renvoie à aucune image vraiment concrète. Et c'est que bien plus tard, en lisant Einstein lui-même, en lisant son autobiographie, en lisant ses articles, que j'ai pu reconstituer, ce qui n'est pas très original, mais toute la démarche qu'il a suivie pour arriver à ce résultat assez étonnant, qu'on appelle la relativité générale, et de voir aussi que elle est partie, cette théorie, d'idées extrêmement simples, dont Einstein a dit lui-même qu'elle relevait d'une pensée musculaire. Musculaire, c'est très bizarre parce que ça veut dire qu'il mettait en scène son corps, non pas physiquement dans des expériences extrêmes, mais dans ce qu'on appelle des expériences de pensée. Donc il imaginait, c'est le mot qu'il emploie, il imaginait comment réagirait son corps dans telle ou telle situation qu'il pouvait penser, en supposant que telle ou telle loi physique était vraie. Donc par exemple, il se demandait quand il avait 16 ans, qu'est-ce que ressentirait mon corps s'il était à cheval sur un rayon lumineux? C'est quand même drôle de question. Ou bien, qu'est-ce que ressentirait mon corps s'il était en chute libre? Et ça, c'est une idée qui lui est venue un jour de novembre 1907. Il était au bureau des brevets à l'époque, ingénieur, et tous les jours il allait déjeuner, et quand il revenait déjeuner, il pratiquait ce qu'il appelait des siestes semi-éveillées. Donc il était non pas sur une chaise avec un dossier, mais sur un tabouret, sans dossier. Il s'endormait légèrement, enfin, il perdait pas complètement conscience. Et le but, c'était si une idée survient et lui semble intéressante, il peut être réveillé par le fait qu'en s'endormissant, la réaction du corps va le maintenir en éveil, il pourra attraper l'idée. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée, dont il dira plus tard qu'elle a été la plus heureuse de sa vie. Je le cite de mémoire, « J'ai compris ce jour-là qu'une personne en chute libre ne sent pas son propre poids. Cela me fit une grande impression qui me mena 8 ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation. » Et l'idée qu'il décrit, c'est que quand vous tombez en chute libre, donc en chute libre, c'est sous l'effet de votre poids, mais dans le vide, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'air pour vous ralentir, comme, et c'est Galilée qui l'a montré, tous les objets, quelle que soit leur masse, tombent à la même vitesse, ben quand vous tombez, si vous prenez un objet dans votre main qui a une masse différente de la vôtre, par exemple cette bouteille, vous la lâchez, et vous, comme elle tombe à la même vitesse que vous, par rapport à vous, elle ne tombe plus. Donc,
au moment où vous subissez la gravitation qui est la cause de votre chute, cela produit un effet qui annule la gravitation. Et vous avez l'impression que les objets qui tombent comme vous sont en impesanteur. Alors que comme vous, ils subissent la gravitation. Donc il y a une sorte de contradiction là, qui l'a amené à énoncer le principe d'équivalence, qui sera le principe fondamental de cette relativité générale. Et donc vous voyez, ce qu'il a dit là, c'est pas une découverte. Hein. Il n'a pas inventé une nouvelle loi physique. Il s'est appuyé sur la loi de la chute des corps de Galilée, reprise par Newton, sous la forme d'une gravitation universelle. Il n'a rien inventé. Simplement, il a fait parler par l'imagination cette loi dans un contexte et dans une mise en scène qui était relative à une expérience imaginaire qu'on appelle une expérience de pensée qui consiste à faire un pas de côté par rapport au monde empirique. On se décale, on se met à l'écart et on raisonne, on transforme son cerveau finalement en laboratoire pour voir comment les lois physiques s'exprimeraient dans des situations fictives qu'on peut penser. Enfin, on peut toujours tomber en chute libre, hein. C'est pas forcément fictif, mais bon, il faut penser après, quoi. Donc ça suppose de faire ça à tête reposée, si j'ose dire. En parcourant vos différentes œuvres, j'ai été d'abord frappée par votre style. Vous êtes un grand styliste, ce qui n'est pas si courant chez les scientifiques, même s'il y a des grands scientifistes stylistes. Hein, et je pense à Michel Serres ou d'autres qui ont su sans cesse faire des liens entre justement une culture littéraire et une culture scientifique. Et puis, vous citez beaucoup de poètes. Vous citez Pessoa, vous citez Léopardi. En quoi ces auteurs vous nourrissent scientifiquement ? Par le biais de ce qu'on pourrait appeler des résonances. En physique, on a des connaissances sur l'univers, sa structure, l'espace, le temps, la lumière, son histoire. Et puis de temps en temps, on lit un poème qui, de façon très mystérieuse, dit quelque chose qui n'est pas la même chose que la physique, mais qui entre en résonance avec la physique. Comme si c'était une façon de dire un peu décalée, qui fait écho aux connaissances que nous avons. Alors moi, j'ai perdu la voix il y a combien de temps Il y a 30 ans. J'ai eu une tumeur dans la gorge et j'ai perdu une corde vocale à la suite d'une opération. Il a fallu que je me rééduque pendant des années à parler, à respirer d'une certaine façon. Et du coup, j'avais le choix entre lire le journal ou lire des poèmes. Donc j'ai choisi les poèmes. Ou bien Bachelard, j'ai lu beaucoup de textes comme ça. Et donc je me suis, en quelque sorte, rempli de phrases un peu poétiques. Parfois à l'insu de mon plein gré d'ailleurs. J'étais accusé de plagiat pour avoir écrit des phrases, des bouts de phrases qui étaient de Bachelard ou d'autres, sans savoir que c'était d'eux. Mais c'était simplement que quand je les écrivais, je savais pas trop d'où elles venaient. Mais maintenant je fais très attention évidemment. Mais je pense que la diffusion des connaissances scientifiques pâtit beaucoup du fait que les livres scientifiques sont mal écrits. Voilà. Avec l'idée que ce qui compte, c'est le message, c'est l'information, c'est la connaissance qu'on veut répandre, qui est l'intérêt du livre. En fait, s'il n'y a pas de plaisir de lecture littéraire quand on lit des histoires de science, je vois pas très bien pourquoi on continuerait la lecture. Alors nous y reviendrons parce que bien sûr c'est l'un de vos chevaux de bataille actuels. Je voudrais revenir sur votre itinéraire. Vous avez suivi 2 voies parallèles, ce qui là encore n'est pas le cas de tous les scientifiques. La science d'une part, la physique, et puis la philosophie des sciences. Qu'êtes-vous allé chercher dans la philosophie que ne vous offrait pas la physique ? Mais je dirais pas que j'ai suivi des voies parallèles. En fait, j'ai un problème plutôt mental, presque psychiatrique, si vous voulez. C'est que je vois pas les frontières, moi. Je les vois pas. Donc c'est pas de la transgression. Je ne choisis pas de traverser les frontières pour provoquer une réaction des douaniers académiques. C'est que je les vois pas. Donc c'est comme dans le massif du Mont-Blanc. Avant qu'il y ait des téléphones portables qui nous indiquent si on est en Suisse, en France ou en Italie,
Avant les téléphones portables, on ne savait pas très bien si on était en France, en Suisse, en Italie, parce que les trois frontières se rejoignent au sommet du Mont Blanc, c'est jamais trop bien où on est, quoi. Ben, c'est pareil. Et quand j'étais en classe préparatoire, je lisais des bouquins de philo, disons, des essais, des romans, comme tout le monde fait à 18 ou 19 ans. Et un jour, le professeur de mathématiques m'avait dit, voyant que j'avais des livres dans mon cartable, Klein, arrêtez de lire des livres. Ça sert à... Non, mais c'est une phrase incroyable. Il m'a dit, ça sert à rien pour le concours. Mais comment on peut... Enfin, je sais pas comment on peut dire ça à un jeune homme. Ça sert à rien de lire des livres. Comme si le but de la vie, c'était de réussir le concours. Donc j'ai continué à lire un peu moins, parce qu'il m'a quand même traumatisé. Mais une fois que j'ai intégré une école, j'ai lu tout le temps, mais sans vouloir faire de la philosophie des sciences, simplement que ça me paraissait connecté à tout ce que je pouvais faire par ailleurs ou apprendre par ailleurs. Enfin, les idées, les résultats, les génies dont vous avez parlé, c'est pas des choses qui sont tombées du ciel. Apprendre des théorèmes ou des lois physiques qui portent des noms, sans du tout savoir qui a donné son nom à ces lois, dans quel contexte ces lois ont été énoncées, pour résoudre quel type de problème, à quoi elles s'appliquent aujourd'hui, etc. C'est ça qui rend les choses passionnantes. Et donc, j'étais passionné par ça, non pas dans l'idée de mener des trajectoires parallèles, mais de donner un peu de cohérence et, disons, d'épaisseur à des choses qui sont séparées dans les présentations académiques. Ce qui pose des problèmes. En fait, je voulais faire des molécules littéraires à partir d'atomes conceptuels ou académiques. Mais vous voyez, c'est simplement une question de cohérence. C'est pas une volonté d'être touche à tout. C'est vraiment une question de cohérence. Je vous donne un exemple. Vous avez remarqué que les philosophes parlent du temps depuis longtemps. Vous êtes philosophe, ben voilà, quand on étudie le temps en philosophie, on lit Aristote, Saint-Augustin, Kant, Husserl, Merleau-Ponty, Bergson, Heidegger, si vraiment on a du courage. Et voilà, et c'est très bien. Ça fait des dissertations magnifiques, mais il ne vous a pas échappé que les physiciens aussi parlent du temps. Depuis Galilée, depuis Newton, il y a eu Einstein, beaucoup d'autres, Boltzmann, qui parlent du temps. Et donc il y a une question naïve de cohérence intellectuelle qui est, quand un physicien parle du temps, est-ce qu'il parle de la même chose qu'un philosophe? C'est tout bête. Si la réponse est non, ça veut dire que les physiciens parlent d'une chose et les philosophes parlent d'autres choses différentes. Ben, il faut prendre deux noms différents. Si on a deux choses différentes, il faut les nommer différemment. Et si au contraire vous pensez qu'ils parlent de la même chose, ben, surgit une seconde question qui est, disent-ils les mêmes choses de la même chose? Et la réponse à l'évidence, c'est non. Quand vous lisez Einstein, vous n'avez pas l'impression de lire Heidegger. Et donc, s'ils ne disent pas les mêmes choses de la même chose, à qui devez-vous accorder du crédit? C'est encore plus compliqué par le fait que, comme vous le savez, tous les philosophes ne sont pas d'accord. Donc il faut en choisir un qui est votre référence, à partir de critères qui vous appartiennent, sa notoriété, le fait qu'il pense des choses qui ressemblent à ce que vous pensez, etc. Et ce travail critique, il n'est jamais fait. Par exemple, l'année dernière, le sujet qui a été donné à l'agrégation de philosophie pour le concours interne, c'est le temps. Il fallait lire Aristote, Saint-Augustin, nanana, la liste de tout à l'heure. Einstein, non. Non, pas Einstein, pas Newton. Et vous voyez que c'est... Alors j'ai demandé pourquoi les connaissances qu'on a grâce à la physique ne viennent pas éclairer les réponses philosophiques qu'on peut apporter aux questions relatives au temps. Et la raison qu'on m'a expliquée, elle est purement pratique. C'est, on n'a pas les professeurs capables de corriger une copie dans laquelle on parle à la fois de Heidegger et de Einstein. Eh oui. Et ça va durer combien de temps? Dans 3 siècles? Ah ben non, on n'a pas les correcteurs. C'est pas sérieux. Alors, ces frontières, elles sont structurantes, effectivement, au niveau scolaire, académique.
je me suis même demandé hier si elles n'étaient pas politiques aussi, d'une certaine manière, en entendant nos discours républicains avec une personnalité politique plutôt à gauche de l'échiquier politique nous dire « osez le rêve, osez l'utopie », et une personnalité politique à droite de l'échiquier politique nous dire « osez la rationalité », comme si le rêve était du côté du progrès et la rationalité était une façon de marquer une digue aussi contre le rêve, qui est aussi un chemin, le rêve, pas seulement vers la vérité, pas seulement vers l'imagination, pas seulement vers la créativité scientifique, mais aussi, il est vrai, parfois vers le délire. Voilà, le rêve, alors on peut toujours rêver à toutes sortes de choses, on peut imaginer des hypothèses. En physique, quand vous pensez à la physique des particules, par exemple, à la cosmologie, aux trous noirs, aux ondes gravitationnelles, c'est quand même des résultats très spectaculaires qui, si vous les intégrez vraiment dans votre psyché, peuvent déclencher un rêve incroyable, ou des rêves incroyables. Par exemple, imaginez-vous au bord d'un trou noir, qu'est-ce que vous verriez? Ou bien vous mettez l'œil dans un télescope comme le VLT, ou bientôt celui qui va être lancé dans quelques jours, le JWST, qui vous fait voir des galaxies éloignées de 13,5 milliards d'années-lumière. Donc vous les voyez telles qu'elles étaient il y a 13,7 milliards d'années. Et vous voyez qu'il n'y a pas de forme vraiment, c'est des nébuleuses, etc. Donc vous voyez leur image telles qu'elles étaient lorsqu'elles étaient très jeunes, mais vous pouvez toujours imaginer par le rêve être présent à l'endroit que montre la photographie. Et en fait, qu'est-ce que vous verriez? Voilà, est-ce que vous verriez la même chose que la structure qui vous est envoyée par l'image dont les couleurs sont des couleurs artificielles? Ou est-ce que vous allez voir autre chose? Ou par exemple, quand vous êtes au bord d'un trou noir, qu'est-ce que vous allez ressentir, etc. Donc ça, c'est quand même des points d'appui pour la rêverie qui sont quand même très précieux. Mais si vous prenez d'autres travaux de recherche qui ont trait non plus à l'univers, au cosmos, au monde de l'infiniment petit, mais à l'environnement, donc des gens qui travaillent en climatologie, qui étudient la pollution, la biodiversité, etc. Là, il n'y a plus de quoi rêver. C'est-à-dire que ce qu'ils nous disent, c'est justement, on sait suffisamment de choses pour que vous ne rêviez plus à des solutions qui nous permettraient de résoudre le problème par le business as usual. Il va falloir agir. Ne rêvez plus, n'imaginez pas qu'on va trouver une cinquième interaction fondamentale qui va permettre de résoudre les problèmes d'énergie. Non, on va essayer de penser le futur en tenant compte de ce que nous savons. On va prendre au sérieux ce que nous savons, au lieu de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels ou oniriques pour ne pas croire ce que nous savons. Et ça, c'est un effort dont on est en train de comprendre qu'il est nécessaire, mais regardez le temps qui a été perdu. Mon labo à Saclay, il est tout à côté du labo des climatologues. Et je discute avec eux à côté de la machine à café. Je les connais bien, c'est des gens qui disent la même chose depuis 40 ans. Ce qu'ils précisent, c'est leur discours. Ils précisent un peu mieux ce qui va se passer ici ou là, l'intensité de certains effets. Mais sur le phénomène global, c'est le même discours depuis 40 ans qu'ils tiennent. Et c'est assez marrant qu'on soit capable de toujours, quand une vérité scientifique nous dérange, dire la science c'est le doute. C'est bizarre ça. On l'a beaucoup fait pendant la pandémie. On a confondu la science et la recherche et ça a eu des effets ravageurs. La science, c'est justement des corpus de connaissances ou un corpus de connaissances, si vous prenez toutes les disciplines, qui constituent les bonnes réponses à des questions bien posées. C'est pas forcément la vérité, mais ce sont des choses que vous ne pouvez contester que si vous avez des arguments scientifiques pour le faire. Un argument politique ne suffit pas. Donc vous pouvez toujours contester le fait que la Terre est ronde, mais il faut pour cela disposer d'un argument scientifique. Les platistes, par exemple, ceux qui pensent qu'elle est plate, ils ont des centaines d'arguments. Ils sont tous faux, mais ils en ont des centaines. Donc ils ne critiquent pas la rondité de la Terre à partir d'arguments politiques.
Ils font de la science, c'est de la fausse science, mais ils font l'effort de tenter d'apporter des arguments. Et cette science, qu'on ne peut pas contester aussi facilement qu'on s'autorise à le faire dans les médias, elle est incomplète. Par définition, et par construction plutôt, elle pose des questions dont on n'a pas les réponses. Et c'est pour ça qu'on fait de la recherche. Autrement dit, le moteur de la recherche, c'est le doute. C'est parce qu'on se pose des questions qu'on mène des travaux. Et c'est peut-être aussi l'imagination. L'imagination, bien sûr, on imagine des solutions, mais il faut les prouver. Et je trouve que pendant la pandémie, on a trop souvent confondu la science et la recherche, de sorte que l'idée de doute qui est consubstantielle à la recherche est venue coloniser l'idée même de science. Et quand un résultat devenait embêtant, on dit « Ah ben la science c'est le doute, on a le droit de douter du résultat ». Et c'était d'autant plus facile qu'on mettait en scène des joutes oratoires entre personnalités pas d'accord entre elles sur les plateaux de télévision. Et donc si je vois des gens pas d'accord entre eux alors qu'ils sont experts, et si en plus la science c'est le doute, pourquoi moi, avec ma culture, mon ressenti, mes préjugés, mes croyances, mes connaissances, je ne pourrais pas dire ce qu'il faut penser de tel ou tel sujet qui semble faire controverse. Et ça a donné la confusion générale dans laquelle nous sommes, qui tente un peu à se dissiper, d'après ce que j'ai lu ce matin. Il y a des cas d'escroquerie qui deviennent... voilà. Mais ça nous interroge. Vous faites référence à Didier Hérault. Non, je veux pas d'ennui avec la police. Non. Mais vous voyez que ça nous interroge aussi. Quand un type fait croire qu'un médicament est efficace, alors qu'il sait, maintenant on sait qu'il savait que ça marchait pas, il truande les résultats, qu'est-ce qui fait qu'il faut 1 an et demi pour le dénoncer? Pourquoi on y croit? Parce qu'on a envie de rêver, on a peur, et quiconque vend du rêve suscite une adhésion complètement bizarre. Et d'ailleurs, j'ai oublié le nom de la personne que vous venez de citer, mais je me souviens plus non plus du nom du médicament, ni de la ville qu'il habitait. Je sais que simplement que c'est pas Auxerre. Ce qui montre que j'ai pas complètement le courage qu'il faudrait pour m'attaquer à ce sujet. Mais il avait dit au tout début de la pandémie, ça n'est pas un crime de donner de l'espoir aux gens. Ça, c'est une phrase qui m'avait violemment choqué. Et quand on est médecin, et j'avais remarqué qu'elle n'était pas reprise. Mais c'était justement l'indice que quelque chose de bizarre était en train de se tramer. On disait au début de cet entretien que nombre de scientifiques puisaient dans leur imagination, dans leur rêve, le moteur de leur processus créatif, parce qu'il y a un processus créatif au cœur de la science. Vous nous dites qu'ils puisent aussi dans les rêves collectifs de leur époque. Oui, alors ça c'est une question assez vaste, hein, parce que vous dites que que j'admire certains génies. Oui. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une approche complètement sociologique de l'histoire des sciences en disant toutes les idées, finalement, elles sont dans l'air du temps et les personnalités qu'on met en avant ne font que recueillir et donner leur nom à des choses qui circulent indépendamment d'eux. Ils captent l'air du temps. Bon. Alors c'est vrai qu'il y a un air du temps. Par exemple, à la fin du XIXe siècle, en Allemagne, l'Allemagne vient de s'unifier. Bismarck, la priorité numéro 1 du pouvoir politique de l'époque, Bismarck, c'est d'unifier les horloges. On veut que l'heure soit la même dans toutes les villes d'Allemagne, au même moment évidemment, ce qui suppose qu'on puisse transporter l'heure d'un endroit à un autre. Et en plus, il y avait des raisons militaires, il y avait des raisons symboliques. Il fallait montrer l'unification de l'Allemagne par la synchronisation des horloges. La question, c'est comment on fait? Bon, les gens ont essayé des moyens mécaniques, ça n'a pas été concluant, et à partir de 1902, ils comprennent que la seule façon de faire, c'est l'électromagnétisme. Et il se trouve qu'au bureau des brevets à Berne, le grand spécialiste de l'électromagnétisme, c'est Albert Einstein. Donc il lit les brevets déposés par des ingénieurs suisses ou allemands, et il voit qu'il y a un problème d'interprétation dans les lois de l'électromagnétisme de l'époque.
Et ça va le conduire à abandonner l'idée de l'éther luminifère qui va l'amener à la théorie de la relativité restreinte. Donc on voit bien que le contexte a joué. S'il n'avait pas reçu ses brevets, peut-être que son attention se serait portée sur d'autres sujets. Mais ces brevets pouvaient être lus par tous les collègues d'Einstein, qui étaient au nombre de 28. Or, c'est lui qui a fait les papiers. C'est pas ses collègues. Donc moi, ce que j'appelle le génie, c'est pas une propriété définitive et atemporelle qui consisterait à être génial tout le temps. C'est la rencontre entre un certain type d'intelligence particulière et un problème particulier, ou le problème d'une époque. Et il se trouve que l'intelligence d'Einstein, en 1905, a percuté 5 problèmes différents, et à chaque fois, il a apporté une solution décisive, originale, même si on peut rétrospectivement dire qu'il a été porté par l'air du temps. Il a quand même montré sa singularité d'une façon incroyable. Et moi, ce qui m'a intéressé ensuite, c'est de prendre d'autres génies, notamment ceux qui ont mis sur pied ce qu'on appelle la physique quantique, qui est la physique de l'infiniment petit des particules, dans les années 20, des gens comme Paoli, des gens comme Schrödinger, des gens comme Dirac, ou d'autres, Gamow, et de voir comment leurs idées cruciales étaient reliées ou non à leur psyché. Et c'est là qu'on... Alors, sans faire de la surinterprétation, on voit quand même des choses étranges. Par exemple, Schrödinger, qui a inventé le chat de Schrödinger. Vous savez, un chat qui est dans un état quantique superposé, il est la somme d'un chat vivant et d'un chat mort, ça veut dire quoi, etc. Il a utilisé ce stratagème pour montrer que les problèmes microscopiques qui se posent avec la physique quantique peuvent être en quelque sorte téléportés à l'échelle macroscopique par le biais d'un chat. Bon. Et il a dit c'est pas possible, on ne voit pas de chats superposés, ils sont soit vivants soit morts, c'est quoi ce délire? Bon. Et en fait, quand on regarde sa psychologie, on s'aperçoit qu'il était lui-même complètement superposé. Et qu'il vivait une sorte de haine de soi qu'il a projetée sur le chat qu'il avait inventé. Par exemple, il était atteint d'une maladie qui aujourd'hui est très sévèrement condamnée, qui est le womanizing. Il avait plein de maîtresses jeunes, etc. D'ailleurs, il a trouvé l'équation de Schrödinger qui porte son nom durant les vacances qu'il a passées en 1925 à Noël dans la station des Grisons qui s'appelle Arosa. Et il a obtenu cette équation grâce, dit-il à un de ses amis, grâce à un épisode érotique fulgurant et tardif. Ça marche pas pour tout le monde. Hein. Non, d'ailleurs j'ai l'équation de Schrödinger sur mon gilet. Voilà l'équation qu'il a obtenue grâce à un épisode érotique fulgurant et tardif. Bon, ça marche ou ça marche pas. On n'a jamais très bien su qui était la maîtresse, qu'il a même pas remercié dans son article. Mais il y a des thèses d'histoire. Il y a des étudiants aujourd'hui qui étudient les archives pour retrouver la maîtresse. Pour essayer de se trouver avec quelle maîtresse il était, Grison. Et il faut bien s'occuper. Et alors, est-ce que ça relève de la rêverie ou pas? En tout cas, et on peut multiplier les exemples comme ça. Majorana, par exemple, un jeune physicien italien qui a disparu très jeune, volontairement, il a disparu. Je ne dis pas qu'il est mort jeune, je dis qu'il a disparu, il s'est caché. Lui, il a imaginé que certaines particules pouvaient être leurs propres antiparticules. Donc certaines particules peuvent être leur propre contraire. Et c'est quelqu'un qui vivait, qui était sa propre antiparticule, c'est-à-dire il était misanthrope, il se désestait lui-même, et ça peut être une des explications de sa disparition. Bon. Donc on voit que les idées sont toujours portées par des psychologies très particulières. L'exemple qui est le plus impressionnant, c'est Einstein, toujours le même. Moi, je me suis demandé comment les idées d'Einstein pouvaient être reliées, non pas à sa psychologie, mais au contexte géographique de ses apparitions, de leurs apparitions. Donc, Einstein, on sait, il a vécu à Zurich, il a vécu à Berne, il avait étudié une année à Aarau, il a travaillé à Berlin, il a passé 16 mois à Prague, il a travaillé en Belgique, avant de partir aux États-Unis et de ne plus jamais quitter les États-Unis, donc entre 1933 et sa mort en 1955. Et donc je me suis demandé, mais en quoi les lieux, les contextes ont pu jouer dans la jeunesse de ces idées?
Donc j'y suis allé en vélo, bah, sauf à Prague, parce que, mais je suis allé en vélo en Suisse, etc. Et à chaque fois, j'enquêtais, je rencontrais des gens qui avaient des archives, etc. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que il était agéographique. C'est-à-dire que les idées qui naissaient dans son cerveau étaient complètement indépendantes des endroits dans l'espace-temps où se trouvait son cerveau. Voilà, il était indépendant du contexte. Et il le dit lui-même dans beaucoup de lettres, d'articles, il le dit lui-même avec des termes différents. Mais ce qu'il veut dire, c'est que ce qui se passe dans sa tête suit un fil interne, réflexif, en partie onirique, qui est complètement indépendant du contexte. Et en fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai parlé de la relativité générale tout à l'heure, la théorie de la gravitation d'Einstein. Le principe fondamental de cette théorie, c'est ce qu'on appelle l'invariance par difféomorphisme. Alors c'est un peu compliqué, mais ça veut dire une chose très simple. Ça dit simplement que ce qui compte, quand on fait de la physique, c'est les événements qui ont lieu. Par exemple, un électron émet un photon, c'est un événement. Ensuite, on peut indexer cet événement en choisissant un référentiel qui lui donnera des coordonnées. Donc on indexe par des coordonnées un événement. Et ce que dit la théorie de la relativité générale, c'est qu'on se fiche complètement de la façon particulière qu'on a de l'indexer. Ce qui veut dire que toutes les façons de faire sont équivalentes. Donc en gros, ce qui compte, c'est l'événement, pas l'espace-temps et la géométrie ou le référentiel par lequel on le spécifie. Et Einstein, il avait un cerveau invariant par difféomorphisme. Voilà. Ce qui est le cas de très peu de gens. Hein. C'est le cas de très peu de gens. Quand vous passez de Tanlay à Auxerre, votre cerveau est quand même très modifié. D'après mes souvenirs. La science, tout de même, Étienne Klein, ce n'est pas que de l'onirisme. Ce sont aussi des expériences, des protocoles, des déductions logiques, du formalisme, de la délibération entre pairs. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, quand on est scientifique, où il faut cesser de rêver et même se battre contre ses propres élans imaginatifs? Absolument. D'ailleurs, ce que vous dites, ça renvoie à trois questions différentes. Est-ce que ce qu'on imagine est vrai? Parce qu'on a le droit d'imaginer toutes sortes de choses. Hein. Mais faire de la science, c'est vérifier si ce qu'on imagine est vrai. Est-ce qu'on n'est pas en train de délirer? Donc la science est une démarche qui permet d'empêcher, ou disons de limiter, le délire. Et une autre question qui vient après, c'est est-ce que ce qui est vrai est imaginable? Voilà. Est-ce que la vérité peut être aperçue? Est-ce qu'elle peut être dite? Est-ce qu'elle peut être rêvée? Mais est-ce qu'on y a accès? Ou est-ce qu'on est toujours en train de brouter dans les pâturages de l'erreur? Et ça, c'est une question fondamentale. Et le délire, évidemment, il est menaçant pour tout le monde. Et c'est pour ça que la science, c'est une démarche collective. Il faut insister là-dessus, parce que, sans vouloir revenir trop lourdement à l'épidémie, dans la mise en scène de la science et de la recherche pendant l'épidémie, on a fait croire aux gens que la science est une aventure individuelle. On a mis en avant des personnalités, on les faisait parler, et des gens qui disaient « je pense que ». Mais non, la science, c'est la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Donc c'est pas « moi, je pense que », parce que quelqu'un qui dit « je » n'est absolument pas à l'abri du délire. Et d'ailleurs, voilà. Donc, moi je pense qu'il y a une règle éthique à fixer maintenant, c'est que quand un scientifique vient parler à la télévision dans une situation de crise, il doit dire nous savons que, on a travaillé, on a obtenu des résultats, on les a discutés, on s'est peut-être même engueulé. On a refait des expériences. Et au bout d'un certain temps, qui peut être très long, on a obtenu tel résultat qui a permis de faire parler un bout du réel. Nous savons que. C'est pas moi, nous savons. Et nous nous demandons si il y a des questions que nous nous posons.
Donc cette phrase suffit à faire la démarcation entre la science et la recherche. Un rapport du Conseil économique et social vient de sortir qui montre que, après enquête, la France est le pays d'Europe où le crédit dans la parole scientifique s'est le plus effondré. Il y a même des pays où le crédit dans la parole scientifique a monté. En France, on a perdu 20 points. 20 points. C'est énorme. Et bien ça, à mon avis, à voir avec ce que je viens de dire. D'accord ? On a perdu 20 points parce que on a laissé croire que la science était une affaire d'individus, de personnalité, etc. Et ça, c'est quand même une très très grande tromperie, quoi. Chacun devait choisir celui en quel il avait confiance à partir de critères qui étaient complètement subjectifs. Autrement dit, ce qu'on demande à un scientifique, ça n'est pas du tout d'être objectif, puisque c'est impossible. Ça n'est pas de ne pas se tromper, puisque c'est impossible. Ça n'est pas de ne pas avoir d'imagination, puisque c'est impossible. Ça n'est pas de ne pas être influencé par les contextes, puisque c'est impossible. Donc on ne demande pas aux chercheurs de sortir de la condition humaine. On leur demande simplement d'être honnêtes dans un sens très particulier. Honnête, ça veut dire quand j'ai des résultats, avant de les mettre sur Twitter, je les présente à des gens qui s'intéressent aux mêmes questions et travaillent sur des sujets semblables. Et je recueille leurs réactions. Voilà. Et une fois qu'on est d'accord, on peut dire nous. Voilà. Et tout ça a été bafoué, et je pense que le public s'en est rendu compte, et le crédit des scientifiques en a pâti. En Allemagne, par exemple, pour ne donner que cet exemple, j'ai eu la chance de passer un mois en Allemagne pendant l'été 2020 parce que mon fils était là-bas, et j'ai vu des conférences de presse d'Angela Merkel. Elle disait simplement « les scientifiques m'ont dit ». Les scientifiques m'ont dit. Voilà, ça suffit, on n'a pas besoin de savoir le nom. Les scientifiques m'ont dit. Et si on n'engage pas cette communauté dans la prise de parole, si ceux qui s'expriment ne sont pas des porte-paroles, alors toutes les dérives sont possibles. Un tel peut dire le contraire de l'autre sans qu'on ait, nous, les moyens de juger qui a raison. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une illusion tout de même à croire en une unanimité scientifique ? À la fin, il y a unanimité. Ça peut prendre du temps, hein. Sur l'atome, par exemple, entre l'idée de l'atome, 5e siècle avant Jésus-Christ, et la preuve que l'atome existe, il s'est passé 2500 ans de discussion. Mais depuis 1909, il y a unanimité. Donc ça peut être long. Mais à la fin, on sait. Est-ce que le masque est efficace contre la transmission du virus ? Au début, on peut douter. Maintenant, ça va. Voilà. Il faut attendre. Autrement dit, quand on ne sait pas, on doit dire « on ne sait pas ». Alors je sais bien que si vous passez votre temps à la télévision, lorsqu'on vous pose des questions à dire « on ne sait pas », vous avez toutes les chances de ne pas être réinvité. Et donc vous serez médiatiquement détrôné par quelqu'un qui répond à tout. Et là encore, je ne vais pas donner de nom, mais ces personnes, même quand elles se contredisent à 2 semaines d'intervalle, on ne voit pas le problème. Elles se contredisent, et là, on leur trouve toutes sortes d'arguments. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, etc. Non, ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. Et je pense que dans beaucoup d'endroits, on réfléchit à tirer les leçons de cette mise en scène. Et je pense que la prochaine fois, on s'y prendra un peu mieux. Dans ce contexte un peu sombre, malgré tout, de la parole scientifique, qui effectivement fait l'objet de défiance et de méfiance en France, comment améliorer la diffusion et la vulgarisation des savoirs ? Mais j'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est exactement la question que je me pose. Parce que, bon, moi, avant la pandémie, je voyais bien qu'il y avait des difficultés, que la transmission ne se passe pas bien, il y a toutes sortes de biais cognitifs. Et puis j'étais bien conscient que quand on fait la vulgarisation, on a l'impression que ça marche. Parce que des gens viennent écouter les conférences, lisent les livres, posent des questions intéressantes, et on a vraiment l'impression que les connaissances percolent.
Mais on est victime de au moins 2 biais. Le premier, c'est un biais de confirmation, qui est que quand on fait de la vulgarisation, on ne voit que des gens qui sont intéressés par la vulgarisation. C'est-à-dire très peu de gens. Et puis d'autre part, on ne voit que des gens qui n'ont pas été traumatisés par les années d'études au collège ou au lycée. Et donc, il n'y a pas une paroi de verre qui vient les séparer de la science avec l'idée que c'est pas pour eux. Voilà. Et là encore, c'est une petite fraction de la population qu'on arrive à toucher. Mais ce que j'ai vu grâce au Covid, ou à cause de lui plutôt, c'est qu'il y a des millions de gens en France qui n'ont pas cette connexion et qui s'alimentent à d'autres sources. Et donc, ça pose pas mal de questions. Avant qu'il apprenne qu'il était condamné par la maladie, j'ai rencontré Axel Kahn dans la rue et on se connaissait, on a marché longuement. Il marchait très vite, hein, vous savez, il faisait tout à pied. Grand marcheur, effectivement. Grand marcheur, et on a marché pendant 1 heure dans Paris et on a fait 6,5 km. Incroyable, il marchait à fond. Et une semaine après, il a appris qu'il était condamné. Et on a parlé de ça. Et lui m'a dit, nous les scientifiques, on a foiré. On a raté, on n'a pas su expliquer les choses. La question, c'est comment faire. Et c'est la question que vous posez, que je me pose. Je pense qu'il faut qu'on change de méthode, qu'on réfléchisse aux biais cognitifs. Pourquoi est-ce qu'ils sont si intenses? Il faut qu'on réfléchisse à la question de savoir pourquoi il n'y a pas d'appétit de connaissance. Pourquoi le droit de savoir qui est légitime ne se convertit que rarement en désir de connaître. D'où ça vient. Peut-être que c'est trop difficile, la science. Peut-être qu'on la présente d'une façon confuse. Peut-être qu'on ne sait pas bien parler, pas bien écrire. Il y a toutes sortes de pistes qu'il faut affronter courageusement avant de dire il suffirait de. Et puis même quand la vulgarisation semble marcher, elle n'est pas toujours maîtrisée. Vous avez peut-être vu, il y a quelques semaines, j'ai vu un extrait d'une vidéo d'une conférence donnée par un grand philosophe français, très connu, qui n'est pas de Marseille, et qui disait le changement climatique n'a aucune cause anthropique. Il est lié au fait que, à côté d'une autre, il y a un univers parallèle dans lequel des fluctuations du vide quantique viennent transmettre de l'énergie au centre de la Terre par le biais d'un trou de verre. Donc, ce monsieur, il lit de la vulgarisation. Il connaît des termes d'astrophysique, de relativité générale, vide quantique, etc. Donc, il a lu. Donc, c'est quelqu'un qui a été percuté par la vulgarisation. Sauf que il délire. Ce qui n'est pas grave. Tout le monde peut délirer. Ce qui est grave, c'est que dans les 500 personnes qui étaient dans la salle, aucune n'a réagi. C'est ça, pour moi, c'est ça l'échec. Que quelqu'un dise des bêtises, c'est évidemment tout à fait recevable, et heureusement d'ailleurs, sinon on ne pourrait pas s'habituer. Mais que ça ne déclenche pas de réaction, ça c'est quand même inquiétant. Voilà. Donc je pense qu'on a un énorme chantier. Et quand j'ai commencé la vulgarisation en étant évidemment plus jeune, pour moi c'était une ambition intellectuelle. C'est-à-dire je pensais que en physique, il y a des idées magnifiques. Enfin, vraiment, il y a des choses intéressantes à connaître. Justement parce qu'elles décalent nos façons de penser des routines ordinaires. Ça oblige à se mettre à côté et on peut facilement être convaincu qu'il y a un érotisme des problèmes. Simplement, tout le monde n'a pas fait d'études. Et donc, moi, je disais, il faut que les gens qui ont étudié autre chose ou qui n'ont pas fait d'études entendent parler de cela au moins une fois dans leur vie, quitte ensuite à s'en désintéresser. Mais il faut qu'ils soient connectés une fois, et ensuite, ils feront leur vie comme ils l'entendront. Mais pour l'avoir vécu, je sais que ce genre de contact peut déclencher des vocations. Et aujourd'hui, je pense que la vulgarisation, c'est beaucoup plus un projet politique qu'un projet intellectuel. C'est-à-dire que on voit bien qu'une société moderne comme la nôtre doit pouvoir discuter, débattre du type de compagnonnage qu'elle veut faire avec les nouvelles technologies, par exemple. Que ce soit la 5G, que ce soit le nucléaire, qui n'est pas vraiment une nouvelle technologie, mais bon, il y a des nouveaux projets de réacteurs. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on en veut? Il y a l'intelligence artificielle qui change la vie de presque tout le monde.
qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce qu'on les accepte telles qu'elles sont? Est-ce qu'on veut les associer à des projets politiques, les insérer dans un projet de société? Ou est-ce qu'on les laisse filer? Et comment est-ce qu'on décide? Et on voit bien que sur ces questions-là, et on pourrait même inclure le vaccin, qui d'une certaine façon est technologique, la militance est très souvent décorrélée de la compétence. Voilà. Et ça, c'est inquiétant. C'est-à-dire que les gens qui ont un avis tranché, sur n'importe quel exemple que j'ai cité, ou d'autres que vous pouvez imaginer, et quand je dis un avis tranché, c'est pour ou contre. Le fait d'avoir un avis tranché semble dédouaner de l'envie et de l'obligation de s'instruire à propos de ce sur quoi on a un avis tranché. Et ça ne va pas. Parce qu'avoir un avis, c'est pas du tout la même chose que se forger un avis. Se forger un avis, ça veut dire travailler, apprendre, questionner, discuter avec d'autres, questionner les experts notamment, et à la fin, on se fait un avis qui a réclamé un travail, un effort, qui peut être passionnant, mais qui demande du temps. Et non, on préfère avoir un avis parce qu'on juge les technologies à partir de leur halo symbolique. Le nucléaire, il a un certain halo symbolique, la 5G, un certain halo symbolique. Quand un maire d'une grande ville qui n'est pas OCR dit « avec la 5G, on pourra regarder des films pornographiques dans les cabines d'ascenseur », il distille un certain récit autour de la 5G qui va déterminer un halo symbolique. Et autour des ascenseurs. Voilà. Et mais c'est pas ça qui a été retenu. Sinon, il y aurait tout le monde. Non, enfin, on va pas faire revenir Schrödinger dans un ascenseur. Et quand un autre maire dit avec la 5G, on pourra opérer des malades à distance, il forme un autre halo symbolique. Et nous allons tous juger ce que nous pensons de la 5G à partir de la mise en concurrence de ces halos symboliques. Prenons l'exemple du nucléaire. Moi, j'ai des amis qui sont pro-nucléaire, sans être scientifiques. Il y en a. Pour des raisons écologiques, ça émet pas de CO2, etc. Mais je leur demande, vous êtes pro-nucléaire, mais est-ce que vous savez pourquoi on met de l'uranium dans les centrales? Pourquoi on ne met pas de l'aluminium? Qu'est-ce qu'il a, l'uranium, de spécial? Ils ne savent pas. J'ai aussi des amis anti-nucléaires. Je leur demande, les amis, pourquoi on met de l'uranium dans les centrales? Ils ne savent pas. Mais ils sont contre. Faites le test autour de vous. Ça marche à tous les coups. On a un avis sur à peu près tout, parce que notre avis étant sollicité, on le donne, sans jamais avoir le réflexe de dire « j'y ai pas réfléchi vraiment », et donc mon avis est pour l'instant différé. Si j'ai écrit par exemple en quelques jours d'énervement un petit tract chez Gallimard qui s'appelle « Le goût du vrai », c'est à la suite de la publication d'un sondage qui m'a complètement fait tomber de ma chaise, d'autant plus que j'étais assis. Le sondage, c'était 4 avril 2020, 5 avril. Donc on est au tout début de l'épidémie. Il n'y a pas encore des millions de cas. Et la question qu'on pose aux Français est, est-ce que ce médicament, dont j'ai oublié le nom, est efficace contre le coronavirus? On ne leur demande pas, est-ce que vous pensez qu'il est efficace? On leur demande, est-ce qu'il est efficace? Incroyable. C'est une question à laquelle, à cette époque-là, personne ne connaissait la réponse. Sauf un magouilleur de résultats, et puis d'autres qui avaient fait des études parallèles, notamment au CEA, et on savait que ça ne marchait pas. Mais ça n'avait pas été publié. Donc, c'est une question qu'on pose aux Français, et aucun humain présent sur Terre n'était capable, en connaissance de cause, de répondre à la question. Ce qui pose la question d'un certain populisme scientifique. Exactement. Et 59% des gens interrogés ont répondu oui. 21% ont répondu non. Et seulement 20% ont répondu je ne sais pas. Et ça m'a complètement scotché. Comment c'est possible? Comment c'est possible? D'ailleurs, si on avait demandé aux gens en question subsidiaire, au fait, le médicament, vous savez exactement ce que c'est? Ils ont répondu non. Donc comment est-ce qu'on peut avoir un avis sans connaître?
Ça, c'est quand même fascinant. Et je pense que tant qu'on n'aura pas éclairci ces types de comportements qui montrent à quelle vitesse on est capable de se déclarer expert de questions qu'on ne connaît pas, on n'aura pas vraiment réfléchi à la question de la vulgarisation. Donc pour moi, c'est un chantier énorme, beaucoup plus vaste que ce qu'on pouvait imaginer, mais qui devient presque fondamental, puisque comme vous le savez, et je suis là aussi pour un peu plomber l'ambiance. Oui, je croyais que vous alliez nous faire rêver. Ben voilà. Non, mais après, on va rêver, mais juste, vous avez l'effondrement de la France dans les classements internationaux, quoi. Voilà. C'est pas une chute, c'est un effondrement des classements des jeunes collégiens français en mathématiques et en sciences. On est avant-dernier des pays de l'OCDE. Le seul pays qui soit derrière nous, c'est le Chili. Est-ce que ça ne mériterait pas que l'éducation soit un sujet de la campagne présidentielle? C'est l'une des principales préoccupations. C'est l'une des principales préoccupations. Oui, mais est-ce que les Français sont conscients que les jeunes Albanais sont 10 places au-dessus? On fait moins les fiers, là. Nous allons laisser la parole au public. Avant, je citerai Bachelard, que vous aviez cité tout à l'heure, qui nous invite à penser de concert l'imagination et la science aussi, et la rationalité. Il a aussi dit que l'un des grands enjeux de son temps déjà était d'apprendre à penser contre le cerveau. Oui, Bachelard, c'est mon maître, hein, donc il faut penser contre son cerveau. C'est-à-dire que ce qu'il voulait dire par là, c'est que si vous vous souvenir de tout ce que vous avez appris au collège, au lycée en physique, donc des principes fondamentaux, etc., vous les récitez à nouveau dans votre tête et vous les prenez au sérieux. Et vous essayez d'imaginer ce qu'ils impliquent réellement. Et bien à chaque fois, vous serez surpris et même choqué, puisque ces principes disent des choses qui sont contradictoires avec l'observation et avec ce que vous pensez spontanément des phénomènes qui vous entourent. Donc Bachelard dit la science s'est construite contre l'intuition, contre le sens commun. Prenez par exemple un des principes fondamentaux de la mécanique de Newton, qu'on appelle le principe d'inertie. Un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme. Il va en ligne droite à vitesse constante. Moi, je me souviens très bien du jour où j'ai entendu cette loi pour la première fois. J'étais en classe de seconde et la professeure de physique nous explique ça. Et moi, j'étais très timide, il était hors de question que je pose une question. Mais ce jour-là, j'ai eu une audace incroyable. Je suis allé la voir à la fin du cours pour lui dire « Mais madame, je comprends pas. Je viens au lycée en vélo et quand j'arrête de pédaler, mon vélo s'arrête. Et là, vous me dites que si j'arrête de pédaler, mon vélo continue en ligne droite indéfiniment. » Et elle m'a dit, Klein, vous manquez de physique. Vous manquez de sens physique, pardon. Vous manquez de sens physique. Et j'ai failli m'inscrire, enfin, j'ai envisagé de faire des études de droit. Mais vous voyez, le principe d'inertie dit quelque chose que personne n'a jamais vu. Puisque tous les mouvements qu'on voit s'amortissent, ou bien sont curvilignes. On ne voit jamais un mouvement en ligne droite comme ça, sauf le TGV. Et alors, donc, si vous postulez que ce principe est juste, alors vous êtes obligé de réinterpréter ce qui se passe en montrant comment une loi qui contredit l'observation l'explique quand même. Et vous expliquez qu'il y a des frottements, une résistance de l'air, etc., qui arrêtent votre vélo. Et donc, quand il va à vitesse constante, c'est que la force du pédalage est compensée par les forces de résistance. Bon. Mais vous voyez que là, on peut rêver, justement. Et peut-être qu'une des pistes, quand même, pour la vulgarisation, c'est de montrer que ce qui est démontré vrai est source de rêverie. Alors, par exemple, et je termine là-dessus, avant de prendre les questions, Einstein, toujours le même, hein, il est tout jeune, fin 19e siècle, il n'y a pas 20 ans. À l'époque, on sait qu'il y a des étoiles partout, enfin que l'univers est rempli de matière. Donc, il y a de la gravitation partout. Il y a de la gravitation partout. Autrement dit, si vous prenez un corps matériel, où qu'il soit
dans l'espace, il subit la gravitation. Donc une force qu'on appelle son poids. Tous les corps dans l'univers subissent leur poids. Donc un énoncé, comme celui du principe d'inertie, qui commence par un corps qui n'est soumis à aucune force, nanana, est un énoncé qui correspond à une situation qui n'est vraie nulle part dans l'univers. Donc Einstein se dit, soit on accepte de construire la physique sur du sable, c'est son expression, c'est-à-dire sur un principe qu'on déclare vrai sans pouvoir le vérifier nulle part, donc un principe métaphysique, qui n'est en fait actuel en aucun lieu de l'univers, soit, et c'est là qu'il est génial, soit on démontre que la gravitation n'est pas une force. Dans ce cas-là, un corps qui subit la gravitation sera un corps qui ne subit pas de force, puisque la gravitation n'est pas une force. Et c'est ce qu'il va faire. La théorie de la relativité générale montre que la gravitation n'est pas une force, c'est une déformation de la géométrie de l'espace-temps, le fameux truc du scarabée. Voilà. Et donc, vous avez évidemment beau jeu de lui dire mais c'est n'importe quoi, puisqu'on voit bien que la Terre tourne autour du Soleil. Donc la Terre, elle subit une force d'attraction vers le Soleil, alors que d'après ce que vous dites, M. Einstein, la Terre devrait suivre un mouvement inertiel, donc elle est en ligne droite. Et la réponse d'Einstein, c'est « mais oui, la Terre va en ligne droite, dans l'espace-temps, mais dans un espace-temps qui est courbé par la gravitation, les lignes droites tournent. » Voilà. Merci beaucoup, Étienne Klein. Alors, nous avons quelques minutes pour prendre des questions du public. Dites-moi, Valentine, combien de temps vous nous accordez? Deux questions. Alors, il va falloir donner le micro aux premiers qui lèveront la main. Deux questions seulement. C'est bon, Roger. Je veux bien poser une question. Je vais essayer d'être assez rapide. J'étais médecin, rhumatologue, donc j'ai utilisé la fameuse molécule pendant toute ma vie. Et j'avais été très dérangé au départ quand on attaquait Raoult sur le fait qu'il donnait un médicament qui était très dangereux. En fait, le plaquenil, à partir du moment où on fait des vérifications au départ, est un médicament qui est... Je n'ai jamais eu d'ennui avec ce produit chez des gens chez qui j'ai prescrit pendant une vingtaine d'années. Par contre, je ne comprenais pas ce que disait Raoult dans son discours, et j'aurais été dans les 20%. Si vous m'avez posé la question « Que fait le plaquenil dans le Covid ?», ben, je n'en savais strictement rien. Voilà, ça c'est le premier. Deuxième... Quelle est votre question, monsieur ? Je vais dire ma question. S'il vous plaît. Comment Rapidement. redonner confiance aux gens ? C'est le gros problème. Quand, par exemple, j'ai lu il n'y a pas longtemps, il y a 160 médecins libéraux qui refusent le Covid, ils ont fait refusent le vaccin, ils ont fait les mêmes études que moi, mais je dis, mais comment peuvent-ils être médecins alors que la vaccination, c'est un truc qu'on connaît depuis longtemps. Moi, j'ai fait confiance à mes profs, et je crois que le problème, il est là. Comment des médecins peuvent refuser la vaccination qui est... Enfin, je ne comprends pas. Voilà. Pour moi, le problème est... Il y a un gros problème de confiance. On va prendre d'emblée une deuxième question, puis comme ça, on pourra y répondre. Il y avait une question par ici, je crois. Oui. Question brève, s'il vous plaît, monsieur. Oui, brève. Vous évoquiez le fait que les élèves français sont relativement bas dans une classification sur laquelle on peut se poser des questions. Mais ma question est simple. Est-ce qu'il n'y a pas en France un problème dans l'éducation, dans l'enseignement des sciences, où on oublie complètement
d'évoquer l'histoire des sciences. Et moi, je me souviens qu'en seconde, première, terminale, à l'époque c'était Mathelem, et préparation aux grandes écoles, 0 sur l'histoire des sciences et sur se poser des questions. Et la question subsidiaire, dans ces pays-là, est-ce qu'il y a une histoire des sciences qui est associée à l'enseignement des sciences? Merci Zeb. Alors la première question, elle est quand même assez loin du sujet et de mes compétences. Pourquoi est-ce qu'il y a une perte de confiance? Sans doute, en effet, si les médecins disent des choses contradictoires, à qui se fier? Le fait qu'on teste une molécule a priori parce qu'elle a déjà fait ses preuves pour d'autres maladies en disant on va la tester pour cette nouvelle maladie, pourquoi pas? Mais à l'époque, je me souviens avoir vu des tweets passer effrayants, notamment de personnalités politiques de très haut rang qui disaient les gens meurent, il faut donc leur donner de l'hydroxychloroquine. J'ai pas bien vu le. C'est comme du genre vous avez une blessure ou une maladie et vous prenez tout ce qu'il y a dans votre pharmacie pour voir. Voilà. Sans faire d'études, au motif que vous n'avez rien d'autre. C'est quand même un raisonnement quand même très très dangereux. Et je pense que le fait de polariser la discussion, les débats sur une seule personne, sans lui opposer des gens compétents qui pourraient le questionner, et même sans retransmettre les débats qui pouvaient avoir lieu à l'Académie de médecine, par exemple. Pourquoi les académies n'ont pas été mises en avant? Pourquoi les résultats en question n'ont pas été présentés à l'Académie de médecine dont c'est la fonction? Enfin, voilà, je suis d'accord avec vous, il y a eu des problèmes de méthodologie, de mise en scène, qui sont tellement graves qu'on doit en effet s'interroger sur la bonne façon de faire. En même temps, et c'est un message d'optimisme, on a vu se développer en temps réel un effet, ou la dynamique d'un effet bien connu des psychologues, qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Dunning et Kruger, c'est 2 psychologues américains qui, à la fin du XXe siècle, avaient lu dans les journaux un fait divers qui les avait interpellés. Ils avaient vu qu'un jeune homme avait lu quelque part que quand on s'enduit le visage avec du jus de citron, on devient invisible pour les caméras de surveillance. Donc il avait fait, évidemment, comme il se croyait très intelligent, il a fait un hold-up dans une banque après s'être enduit le visage avec du jus de citron. Il a été évidemment arrêté grâce aux caméras de surveillance. Et Dunning et Kruger se sont demandé mais comment est-ce qu'on peut être aussi con? Et donc ils ont fait une grande enquête, notamment dans les entreprises, et ils ont vu ce phénomène qui porte leur nom et qu'on a vu nous se développer. Et quand vous avez un nouveau problème, vous pensez qu'il ressemble à des problèmes que vous avez déjà traités. Donc vous êtes à la fois incompétent, parce que vous n'avez pas vu que c'était un nouveau problème, différent, et vous êtes arrogant. Donc vous dites, je ne suis pas médecin, mais j'y connais que dalle, mais je vais vous dire ce qu'il faut faire. Voilà. Et puis à mesure que le temps passe, on s'aperçoit que ce problème est nouveau. On apprend des choses à son sujet. On gagne donc en compétences et on perd en arrogance. Et à la fin, on n'est plus compétent et on est moins arrogant. Et l'arrogance se confine dans des sites spécialement dédiés pour lui prêter main forte, je veux dire les sites complotistes. Mais par ailleurs, on est moins arrogant. Et samedi, on est samedi, moi je suis plus chez moi là, puisque je suis là, mais chez moi passe une manifestation tous les samedis, des partisans de M. Philippot, qui ont des drapeaux français. Tous. Alors moi je leur demande, vous allez manifester, un par un je les prends. D'abord ils vont être contents de ne pas me voir cet après-midi. Et je leur demande, mais pourquoi vous avez le drapeau français? Alors, parce que vous allez manifester, vous avez le droit évidemment, c'est tout à fait louable, mais quel rapport avec le drapeau français? Ah, le drapeau français, c'est la liberté. Je dis oui, mais alors vous brûlez les feux rouges? Parce que les feux rouges, c'est quand même très liberticide. Moi, je veux traverser Paris à 160 à l'heure et je peux pas, il y a des feux rouges. Vous voyez, c'est incohérent. Un autre me dit, mais monsieur... ah oui, il faut que j'arrête. Non, j'ai plein d'histoires à raconter. Non, mais ça veut dire... Il y a pas mal de délire, voilà ce que je veux dire. Hein. Et l'histoire des sciences, c'est une très bonne idée. Il en est fait beaucoup plus en Angleterre, par exemple, qu'en France. Mais il ne faut pas dire il faut enseigner l'histoire des sciences. Parce que l'histoire des sciences, c'est impossible à enseigner. C'est beaucoup trop vaste. Donc quand on en parle, on se contente de légendes.
la pomme qui tombe, etc. Et donc la seule proposition, à mon avis, qui soit viable, c'est non pas de raconter l'histoire des sciences, mais chaque année, entre le primaire et l'université, une fois par an, un professeur raconte en détail l'histoire d'une découverte qu'il choisira justement pour qu'elle soit à la portée des élèves auxquels il s'adresse. Mais par exemple, on sait tous que la Terre est ronde, mais est-ce qu'on sait dire comment on a su que la Terre est ronde? Non. Et si vous savez, sur un exemple, puis deux, puis trois, comment une connaissance s'est construite dans l'histoire des idées, vous la distinguez des croyances. Par des exemples. Il ne s'agit pas d'apprendre la méthode scientifique, parce qu'il y en a de multiples, mais d'avoir une sorte de pédagogie de l'histoire des découvertes. Et le point important, c'est que ces cours-là devraient être pas trop longs, devraient être obligatoires et pas notés pour ne pas créer de traumatisme. J'ai commencé en vous lisant, je terminerai par une phrase de vous, promis Valentine, en vous lisant donc encore. Sur les manuels scolaires, ça répondra aussi à monsieur, on y parle de phénomènes objectivés, de lois épurées, de formalismes enserrés dans le corset de la rigueur, mais on n'y évoque guère les états d'âme ou les pensées rêveuses de ceux qui la font. C'est une belle phrase. La poétique de la science peut-être comme une ressource face à la crise que nous vivons. Je vous invite tous à retrouver les livres d'Étienne Klein, notamment celui-ci, La physique, selon Étienne Klein, qui en rassemble 7 à lui seul, sur le stand de la librairie Oblique. Vous y trouverez aussi un numéro de Sciences humaines qui s'intitule « Qu'est-ce que la science ?», où vous retrouverez aussi un entretien avec Étienne Klein. Et puis de nombreux livres, dont, pour rebondir sur la question des biais cognitifs, l'excellent « Psychologie de la connerie » de Jean-François Marmion. Merci à tous de votre attention. Merci beaucoup pour cette conversation scientifique si brillante et si poétique. Le temps de réinstaller le plateau et on va laisser la place à la musique et au rêve d'être artiste. Il y en a pour 3 minutes là.